Voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité pour discuter un petit peu avec vous des controverses sur la TELIF. Il y a de plus en plus de techniques pour faire une arthrodèse relativement courte, essentiellement au niveau du rachis lombaire. Et on a la technique Princeps, qui est la TELIF. Et puis se sont développées les techniques mini-invasives, avec la mini-invasive TELIF classique et la mini-invasive unilatérale. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est extrêmement important d'être précis. Et pour ça, j'en appelle à Camus, qui disait très justement que la critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Et c'est très classique, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Donc on verra que, en fait, on parle de certaines choses, mais on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc on va essayer d'être précis dans notre présentation. Donc la TELIF, c'est la transforaminal lumbar antibody fusion, ou la fusion intersomatique lombaire ou transforaminale. C'est un abus de langage, en fait. On parle de fusion, mais c'est ce que l'on veut obtenir au bout de quelques mois ou quelques années. On devrait parler d'arthrodèse intersomatique lombaire transforaminale pour essayer d'obtenir une fusion. La MIS-TELIF, c'est la technique de la TELIF sous forme mini-invasive, et on verra que se seront développées depuis les années 2000 la technique unilatérale. C'est une niche qui se développe de plus en plus, mais les indications doivent être parfaites pour avoir de très bons résultats. Les pathologies concernées sont des pathologies que l'on connaît tous, le canal lombaire rétréci, le spondylolisthésie dégénératif, la discopathie avec instabilité, les révisions chirurgicales. L'objectif premier pour toutes ces techniques étant la décompression du côté douloureux ou des deux côtés, la stabilisation, l'arthrodèse pour ensuite obtenir la fusion. La question principale étant: quelle technique pour quel patient? Alors, j'ai fait un peu une revue de la littérature, j'ai tapé TELIF comme ça un petit peu sur PubMed, j'ai lu pas mal d'articles, et je puis vous assurer qu'un nombre incroyable d'articles citent cet article comme article Princeps de la TELIF. Je ne suis pas germanophone, n'empêche que j'ai pris l'article, j'ai vu un petit peu, j'ai retourné, j'ai fait traduire. Cet article ne parle absolument pas de la TELIF. Donc par pitié, quand vous faites un article, ne citez pas Harms et Rollinger, parce qu'il s'agit d'un article sur le spondylolisthésis avec une voie d'abord antérieure et postérieure. Ça, c'était pour Camus, on parle de choses correctes. En fait, l'article Princeps, c'est celui-ci, c'est toujours Harms, mais c'est Harms et Jesenski, ou, je vais le lire en allemand, c'est très facile, dit posteriore, lombale, intercorporale fusion, unilatérale transforaminale, technique. C'est la technique de la fusion de l'intercorporéale. C'est extrêmement bien décrit, je vais le lire dans le texte, c'est l'ouverture du foramen intervertébral pour aller sur ce corridor de travail qui est le fameux triangle de Cambin, vidage de l'espace discal par un abord postérieur, une distraction postérieure, un implant de matériel intersomatique. Il faut savoir que dans l'article Princeps, ils essayaient de faire une distraction du ligament vertébral commun antérieur. Je vous déconseille de le faire, à moins que vous ayez des mains extrêmement entraînées, mais c'est excessivement dangereux. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont mis leur matériel et les cages métalliques, lisez à la fin, c'est extrêmement important, on restaure la stabilité segmentaire par conversion de la force de distraction en force de compression. Et on verra que les techniques que l'on va décrire, c'est des techniques qui certes permettent une arthrodèse, mais toutes ces techniques ne permettent pas d'avoir une compression extrêmement satisfaisante pour restaurer la lordose. Et c'est important pour certains patients qui ont une déformation qu'il faut corriger. Donc c'est à prendre en compte. Donc on va la décrire très facilement. Il commence par une voie d'abord classique, un vissage pédiculaire classique, et puis une mise en place des vis et des tiges, distraction. Ensuite, il réalise une arthrectomie complète de l'articulaire inférieur de la vertèbre crâniale, puis une arthrectomie partielle de la pointe de l'articulaire de la vertèbre caudale pour accéder à ce triangle de Cambin dont l'hypoténuse, c'est la racine sortante, dissectomie en protégeant les deux racines, et puis ensuite, une fois que la dissectomie est bien faite, on comble l'espace intersomatique, puis remise en place des tiges et compression et
des greffes en postérolatérales. Jusqu'à présent, ça reste quand même le gold standard, puisque le recul est extrêmement important, plus de 40 ans, avec un taux de fusion qui atteint 95%. Sur le plan conceptuel, les avantages, c'est bien sûr l'accès, entre guillemets, naturel aux facettes, la décompression, l'abord latéral, le contrôle des racines, la restauration de la lordose segmentaire et peut-être éviter certaines complications liées aux plifs ou aux alifs. Enfin, ceci dit, chez des mains très entraînées, les complications des plifs et les complications aux alifs ne sont pas si importantes que ça. La mise TELIF. Donc l'étape d'après, c'est ce que Follet, dans son article Princeps, dit, pourquoi pas faire la même chose avec une incision un peu plus petite, mais j'insiste, c'est faire la même chose. Ce n'est pas mini-chirurgie, mini-invasif. L'objectif n'est pas simplement de rendre l'incision plus petite, mais de minimiser les perturbations de l'anatomie normale tout en atteignant les mêmes objectifs chirurgicaux. Donc, c'est une technique, en fait, ça a déjà été un peu développé avant Follet, mais Follet l'a théorisé. Il a développé tout le système tubulaire avec des systèmes permettant la voie d'abord latérale, avec des tubes qui s'agrandissent de plus en plus, par la voie latérale de Wilsey, donc la technique décubitus dorsal. La voie latérale, alors en fait, ça dépend un peu des auteurs. La plupart du temps, on préconise à peu près 4 cm par rapport à la ligne médiane. Et en fait, à 4 cm, une fois qu'on a fait l'incision cutanée et l'incision musculaire, on arrive dans le muscle. On n'arrive pas dans l'espace intermusculaire. En fait, si on arrive dans l'espace intermusculaire entre le multifidus, les muscles érecteurs, on est souvent un petit peu trop loin pour faire notre visée pédiculaire et surtout pour faire notre décompression. Alors, une fois que l'on arrive au niveau des articulations zygapophysaires, on fait comme dans une TELIF classique, c'est-à-dire une arthrectomie sous magnification optique à l'aide de la scopie, une arthrectomie de l'articulaire de la vertèbre sous-jacente, puis une arthrectomie partielle de la pointe de l'articulaire de la vertèbre sous-jacente. On arrive au niveau du triangle de Cambin, et là, on fait la dissectomie. Le problème, c'est la décompression qui peut être relativement insuffisante, mais on y arrive. On arrive même à faire une décompression contralatérale en faisant la technique over the top, en passant sous les épineuses. Alors, certains auteurs préfèrent mettre les vis avant de faire la décompression, d'autres préfèrent mettre les vis après la décompression. Certains mettent les vis contralatérales d'abord en faisant une distraction. Bref, toutes les techniques sont possibles. Le principe étant de faire la décompression, de mettre les 4 vis. Et on a même des systèmes qui permettent ensuite de comprimer les vis pour essayer de restaurer la lordose lombaire. Donc là, préparation du disque, mise en place de la cage intersomatique, et puis par voie contralatérale, par voie percutanée. Et puis l'étape d'après, c'est de dire, ok, on y arrive, mais enfin pourquoi pas pousser vraiment le plus loin possible le concept de mini-invasif, et pourquoi pas de faire une voie d'abord unilatérale, de faire une décompression unilatérale, et de faire une arthrodèse unilatérale. Et donc, ça a été théorisé dans les années 2000, et c'est Tuttle qui a beaucoup développé dessus. Pour quelle raison ? En fait, on se rend compte que beaucoup de pathologies dégénératives sont des pathologies asymétriques, que la voie d'abord par la TELIF classique est une voie d'abord quand même extrêmement délabrante, et que, après tout, on opère aussi des patients de plus en plus fragiles, de plus en plus âgés. Pourquoi pas minimiser la voie d'abord ? Donc, se sont développées les techniques d'Unilif, qui correspond à la mise TELIF, mais par voie unilatérale. Mais là, le problème, c'est d'avoir une décompression satisfaisante, et là encore, par la même voie, de bien placer la cage intersomatique, ce qui n'est pas toujours facile. Et enfin, par Unilif, la restauration de la lordose segmentaire n'est pas très facile, voire impossible. Donc, bon, je ne vous décris pas, c'est exactement pareil, mais par voie unilatérale. Alors, à titre personnel, je fais un peu les trois. Je ne suis pas certain d'avoir d'excellentes indications.
J'essaye de progresser, je suis là pour ça également. Là, premier exemple, c'est une patiente de 35 ans qui a eu un IMC assez élevé, 35, qui est assistante maternelle, qui est en arrêt de travail depuis de nombreux mois, et que j'avais déjà opéré à de multiples reprises de hernie discale, qui récidive, qui a des discopathties, chez qui l'IRM n'est pas très facile, on a pu avoir le scanner, qui montre une discopathie L5S1 avec une récidive de hernie discale. Donc, compte tenu de la corpulence, je me suis dit, je vais me lancer pour faire une arthrodèse classique par TELIF. Ça m'a pris 2 heures avec une perte sanguine que de 500 cc, qui n'est pas nulle, et une dosimétrie avec la navigation de 1400 mg par mètre carré. On verra que c'est important, parce que plus vous développez les techniques mini-invasives, plus vous avez le risque d'augmenter la dosimétrie. Là, il s'agissait d'une patiente de 51 ans, très active, infirmière libérale, qui avait besoin de reprendre son travail le plus rapidement possible, et chez qui on a mis en évidence un canal lombaire rétréci, avec un spondylolisthésie dégénérative de grade 1, avec cliniquement des lombalgies, une sciatalgie bilatérale. Donc on a pu faire une décompression par voie bilatérale sous la technique mini-invasive. La perte sanguine est modérée, 350 cc. L'intervention est plus longue, 2h40. Et une dosimétrie qui augmente. On est à 3100 mg par mètre carré. La patiente est sortie à J2. Ici, il s'agissait d'un patient de 57 ans avec une IMC à 23. Patient qui traîne une sciatique depuis de nombreux mois, qui a une hernie discale, mais une hernie discale qui est très latéralisée, qui est foraminale, employé de banque, très sportif, qui avait besoin de refaire son marathon 8 mois après. On a discuté de différentes techniques. Ça se discute, Enfin, moi, j'ai pris le parti de faire une Unilif L5S1 gauche, avec une perte sanguine minime, une durée opératoire qui est modeste et une dosimétrie qui est faible, à 1800 mg par mètre carré. Ici, j'avais tenté de faire une Unilif chez une patiente avec une IMC à 30. Ma technique n'était loin d'être parfaite. Je l'ai revue plusieurs mois après, avec la persistance de lombalgie extrêmement importante. Vous voyez que ma cage est mal mise. Il y a une subsidence. Enfin, en tout cas, la cage, il y a le plateau supérieur qui est effondré. Et puis, si vous voyez bien, il y a un syndrome de néo-charnière au-dessus, il y a un petit spondylolisthésis au-dessus qui se réduit en extension. C'est une patiente que je vais revoir dans 2 semaines, que je vais reprendre et probablement que je vais lui faire une voie d'abord classique, bilatérale, en remontant. Et bien entendu, auparavant, j'aurais fait une télécolonne pour étudier correctement l'équilibre sagittal. Parce que le risque aussi, quand on se lance dans ce genre de technique, c'est de dire, d'avoir un petit peu très focalisé, je vais faire ci, je vais faire ça. N'oubliez pas qu'un nombre non négligeable de patients peuvent avoir une déformation dans le plan sagittal et qu'il faut prendre en compte dans la correction. Les indications dans la TELIF ouverte, j'allais dire tout. On peut tout opérer par la TELIF ouverte. Mais l'intérêt, là, avec le développement des autres techniques, c'est d'essayer d'avoir des indications princeps, des indications qui permettent d'avoir des résultats satisfaisants. C'est les spondylolisthésies de haut grade. À partir du moment où on fait une arthrodèse multiniveau, les déformations, les révisions complexes et bien entendu les sénos centrales sévères. Et si on veut obtenir une greffe d'excellente qualité chez les patients avec une ostéoporose sévère, je vous déconseille de faire des mini-invasifs, plutôt des TELIF avec une greffe postérolatérale. Dans les TELIF ouverts, les indications spécifiques, comme je viens de le dire, le besoin de correction importante, l'anatomie difficile, ça reste bien entendu le gold standard dans la chirurgie par voie postérieure. Les Miss TELIF, c'est logique, plutôt 1 ou 2 niveaux. Alors les patients jusqu'à un IMC relativement important, je ferai une diapositive sur les patients obèses et les mini-invasifs, une anatomie favorable, une bonne qualité osseuse, ne pas hésiter à faire une ostéodensitométrie si vous avez un doute, un patient qui est motivé, les pathologies, je me répète bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend, les discopathies dégénératives, les listhésis dégénératives de bas grade, les sonos foraminales avec instabilité. Les indications privilégiées pour les unilifs, c'est bien sûr la rédiculopathie unilatérale dominante, même si la pathologie souvent est bilatérale, les sténoses foraminales unilatérales, les patients qui sont fragiles, la nécessité d'avoir une bonne préservation musculaire. Les contre-indications,
bien sûr la sténose bilatérale équivalente, le canal, un canal central qui est très réduit, la radiculopathie bilatérale, les patients qui ont une déformation, les grands listhésis et l'obésité. Alors, ça se développe de plus en plus, il n'empêche que ça demande une réflexion en amont qui est importante. Alors, il n'y a pas énormément de papiers dans la littérature qui permettent de comparer les trois techniques en même temps. Il n'y a pas beaucoup de papiers avec des études comparatives, prospectives. Bon. Mais on va essayer de faire avec ce que l'on a. Bien sûr, quand on compare ces trois techniques, l'incision, par définition, est un peu plus petite dans la mystélif. Mais j'insiste sur le fait que la dosimétrie, vous voyez qu'elle est le double, voire le triple dans la mystélif ou dans l'unilif, comparativement à la télif ouverte, que la courbe d'apprentissage, il faut la prendre en compte, hein, elle est relativement longue dans la mystélif, 40-50 cas, ça dépend bien sûr des chirurgiens. Il y a aussi un problème dans la taille de la cage. Vous voyez que la cage, on peut aller jusqu'à une cage énorme, hein, 15 mm, alors qu'on est relativement limité dans la mystélif et dans l'unilif. Donc, encore une fois, ce sont des éléments à prendre en compte. Vous n'allez pas opérer en disant, sans savoir exactement quelle est la taille de la cage que vous allez mettre en place. La lordose post-opératoire, la lordose segmentaire, on arrive à un gain de lordose qui est relativement conséquent dans l'open télif, alors qu'elle est quasiment nulle dans l'unilif et qu'elle est moyenne dans la mystélif. Alors, je ralentis un petit peu, elle est nulle dans l'unilif, mais tout le monde n'a pas besoin d'une restauration de la lordose segmentaire. Et puis, beaucoup d'études ont montré que même si la lordose segmentaire n'est pas complètement remise en place, les conséquences cliniques ne sont pas si importantes que ça pour un grand nombre de patients. La morbidité périopératoire. Vous voyez, il y a la perte sanguine, la nécessité de transfusion, la consommation d'opioïdes, le lever précoce, la durée d'hospitalisation aux États-Unis, l'infection, la brèche durale. Moi, j'attire votre attention sur le fait que la technique mini-invasive permet une réduction drastique du risque d'infection, ce qui peut être qui est très important pour des patients fragiles, que le lever précoce est souvent mieux toléré dans la mystélif, et que la douleur est nettement moins importante dans la mystélif. Bien sûr, on a une désinsertion musculaire qui est nettement moins importante. Alors, le risque aussi, par contre, c'est le risque de brèche durale. Les conséquences ne sont pas si importantes que ça, mais au début de votre apprentissage, méfiez-vous, le risque de brèche durale est relativement important dans la mystélif. Les complications, en dehors des complications classiques chirurgicales, les complications propres à chaque technique, bien sûr, de par la désinsertion musculaire importante, les patients ont des douleurs post-opératoires importantes, des douleurs qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Les infections profondes ne sont pas nulles, hein, ça peut aller jusqu'à 4%. La perte sanguine peut être relativement importante. Dans la mystélif, il y a le risque, il y a le courbe d'apprentissage qui augmente la morbidité péri- et post-opératoire chez les jeunes. Les brèches durales, j'en ai parlé, la durée opératoire qui est relativement longue et l'irradiation prolongée. Et puis, la décompression ne peut ne pas être relativement importante. L'unilif, technique intéressante, mais avec un risque de décompression bilatérale qui est inadéquate, le risque de migration de la cage quand elle n'est pas mise correctement, un taux de fusion qui est légèrement inférieur aux autres techniques, légèrement inférieur, mais sans grandes conséquences cliniques. Et puis, les patients peuvent avoir des douleurs contralatérales résiduelles, ce qui minimise un petit peu, ce qui tempère un peu les résultats. Alors, on a tendance à compter le saignement, évidemment, ce que l'on a dans notre champ opératoire, ce que l'on recueille, au niveau des compresses. Il n'empêche que c'est important d'avoir cette notion de saignement occulte qui a été mise en évidence par CA et ses collègues, et qui a démontré qu'en fait, le saignement, notamment au niveau des chirurgies du genou,
ce saignement était très, très, très sous-estimé et que 50% du saignement était un saignement occulte. La définition du saignement occulte étant le saignement total moins le saignement mesuré. Et ce saignement mesuré, je ne veux pas m'y attarder, mais il est extrêmement important d'avoir le taux d'hématocrite. Donc moi, je vous engage quand même, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, à essayer de calculer ce saignement occulte. Vous verrez que vous aurez pas mal de surprises, ce qui explique que parfois, en post-opératoire, on a un taux d'hémoglobine qui s'effondre, alors que le chirurgien, très fier de lui, dit « Moi, il a saigné 50 cc, je ne sais pas où est passé mon sang, c'est le saignement occulte. » Les facteurs de fusion, on les connaît, hein, ils sont importants. La qualité de la préparation osseuse, ce n'est pas parce que vous faites une unilif ou une mystélif qu'il faut pas aller faire une bonne vidange, entre guillemets, discale, de bien préparer ces plateaux. La taille et la position de la cage, la qualité de la greffe osseuse. Le problème de l'unilif et de la mystélif, c'est le peu de greffe osseuse postérolatérale. Le tabagisme, c'est très connu, et bien sûr, les facteurs liés au patient lui-même, diabète et obésité. La fusion à 24 mois, elle est vraiment d'excellente qualité dans la TELIF. Elle est également d'excellente qualité à condition que la préparation discale soit bonne dans la mystélif. Elle est un tout petit peu moins bonne dans l'unilif, mais là encore, avec des résultats cliniques qui sont relativement intéressants. Les résultats cliniques, alors là je vais faire 3 diapos, à court terme, à moyen terme, à long terme. Les résultats cliniques à court terme sont en faveur de la mystélif, avec une amélioration de l'ODI, l'amélioration de l'EVA, jambes, dos. Chez les pays anglo-saxons, un retour au travail qui est beaucoup plus précoce et une satisfaction qui est très correcte. Mais cette satisfaction globale tend à diminuer avec le temps, ce qui fait qu'à long terme, quasiment les techniques se valent. Donc à très très long terme, les techniques se valent également, en sachant quand même que l'unilif étant une technique émergente, on n'a pas énormément de résultats. Donc la TELIF recule, j'ai mis 10 ans, mais en fait on en a 40 ans, avec un recul, avec des résultats excellents à plus de 80%, une excellente fusion, quasiment pareil pour la Miss TELIF. Alors, les critères décisionnels, quand on a une indication à un TELIF, il faut bien entendu avoir des critères liés au patient, son âge, ses comorbidités, son IMC, ses motivations, sa qualité osseuse et évidemment les critères radiologiques, le nombre de niveaux à opérer. Je vous déconseille de faire de la mini-invasive au-delà de 3 niveaux. Une déformation sagittale qui est importante, je vous déconseille de faire de mini-invasif. La présence ou non d'un listhésis, des lésions radiologiques associées et la sténose. Cette sténose est-elle centrale prédominante ou latérale prédominante? On mélange tout ça et on essaye d'avoir un arbre décisionnel. Pour une chirurgie multiniveau, une déformation nécessitant une correction, un spondylolisthésis important, un chirurgien qui n'est pas au fait de la chirurgie mini-invasive, un patient avec une IMC inférieure à 30 et bizarrement supérieure à 35, les patients très obèses, il faut éviter de faire de la mini-invasive. Donc pour tous ces patients, il semblerait, d'après la littérature, qu'il vaut mieux faire une TELIF ouverte. Pour un patient qui est jeune, qui a besoin d'un retour rapidement au travail, ou pour un patient, au contraire, qui a des comorbidités importantes, un patient qui est obèse, mais dans une tranche d'obésité entre 30 et 35, ce sont des patients qui sont plutôt candidats à la Miss TELIF. Une radiculopathie clairement unilatérale, un patient qui est fragile, une préservation musculaire qui est prioritaire, pas de déformation, je vous conseillerais de faire une unilif. Alors, évidemment, ça c'est... On parle à tout le monde, mais vous verrez que dans certaines équipes qui sont très aguerries, ces indications peuvent être légèrement différentes. Certaines équipes, ils vont faire du Miss TELIF chez quasiment tout le monde, avec d'excellents résultats. Mais là, ce sont des grands traits par rapport à la littérature. Donc toujours, c'est la même chose, mais présenté un petit peu différemment. On a un patient avec une pathologie asymétrique. Cette pathologie est asymétrique.
Dans ce cas-là, on regarde si la radiculopathie est unilatérale ou si elle est bilatérale. Si la radiculopathie est unilatérale, eh ben, on regarde le scanner, l'IRM, le canal est rétréci ou pas, y a-t-il un listhésis, le patient est-il obèse? Bon, si c'est non, bah, s'il n'y a rien de tout ça, on va plutôt faire une TELIF ouverte. Si le patient répond à un certain nombre d'éléments, on va faire une ILIF. La pathologie n'est pas asymétrique, ça revient à la diapositive précédente. L'obésité, et en fait, il y a une étude qui est intéressante qui est sortie sur l'obésité. Oui, l'obésité peut être un bon élément pour opérer les patients par MIS-TELIF, mais une obésité entre 30 et 35. Au-delà, prudence, parce que le risque de complication est beaucoup plus important, et on a aussi un risque d'infection qui est beaucoup plus important. Et bien entendu, il y a le risque d'irradiation qui est extrêmement important du fait de la masse du patient. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc cette diapo est intéressante parce qu'elle dit deux choses bizarres, ou deux choses presque contraires. La technique doit être adaptée au patient et à la pathologie, pas l'inverse. Bon, ok, super. Patient qui a tel facteur, mais la maîtrise technique du chirurgien est déterminante dans le choix. Mais moi, je sais faire que les TELIF classiques. Je fais quoi dans ces cas-là? Ben, en fait, je vais au congrès, je me forme, j'essaye de m'installer avec des gens qui savent faire autre chose que moi. Je ne reste pas tout seul. Et puis l'évolution, hein, ça se fait de plus en plus vers le mini-invasif, vers l'UBE, vers l'endoscopie, avec des techniques très prometteuses, mais gardez en tête, même si je n'ai pas l'air vieux, je le suis, que le TELIF ouvert reste le gold standard dans les cas complexes. Les perspectives, hein, ben, on aimerait avoir une standardisation de la définition du succès. C'est quoi le succès? Est-ce que c'est le succès du chirurgien? Est-ce que c'est le succès du patient? Les études médico-économiques robustes, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les Américains adorent ça. Il semblerait quand même que la MIS-TELIF, globalement, soit moins chère, entre guillemets, que la TELIF classique, en des mains entraînées, en tous les cas au départ, parce que ça saigne moins, parce que le patient ne reste pas très longtemps à l'hôpital, parce qu'il consomme moins d'opioïdes, parce qu'il retourne plus rapidement au travail. Mais il nous manque du concret, il nous manque du biscuit, il nous manque des études multicentriques à grande échelle. Et il reste plein de questions. À très long terme, qu'est-ce que ça donne? MIS versus UNILIF, l'impact sur la préservation musculaire. Il y a beaucoup de papiers par les Français qui sont sortis là-dessus, très intéressantes. Quelle technique optimale? Pour quel âge? Place de la robotique? Et y a-t-il une cage qui est meilleure pour telle technique, pour telle autre technique? Là-dessus, j'aurais aimé entendre peut-être le docteur Parent, qui a fait beaucoup d'UNILIF. Donc, est-ce qu'il y a une cage qui est plus intéressante pour telle ou telle technique? Alors, la littérature, hein, le niveau de preuve 1, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Forts, le New England Journal of Medicine. La plupart des niveaux, ce sont des cas témoins, des séries de cas, d'avis d'experts et des revues narratives. Alors, Cocorico, on n'est pas si mal placé que ça. Hein. Alors, il y aura pas mal de diapos, mais c'est des diapos qui montrent que la SFCR, la Softcode sont très battantes là-dessus, hein, qu'elles publient énormément. On a énormément d'études multi- ou monocentriques. Voilà. Et puis, beaucoup de littérature. Et là-dessus, franchement, je vous félicite. C'est très bien. Je vous remercie.